donc ça se lit, juste pour dire, donc c'est un tunnel, hein. Ça se lit de bas en haut, et ensuite on lit un côté, ensuite on passe de l'autre côté. Comment les oreilles s'épanouissent-elles ? Alors, je comprends pas. Ah oui, d'accord. Ça se lit en cercle, voilà. On commence en haut, on descend, on repart. Une promenade radiophonique avec Nilso. D'accord, ok. Bon, on enlèvera cette partie. Chapitre 9. Épilepsie de la lecture versus handicap comportemental. Oui, tu disais aussi que toi, tu pouvais plus lire. Ouais. Donc je suis très handicapée. Pour le coup, c'est un handicap invisible, mais qui est quand même très présent, dans le sens où je peux plus lire de romans, je peux plus lire d'essais. En fait, je peux rien lire qui est trop long. Tu écoutes ? Je peux pas non plus en fait écouter des audiobooks ni la radio parce que je peux rien faire en même temps. En fait, et ça je m'en suis rendu compte tardivement parce que je le faisais pas. Je me disais mais Lisa, pourquoi t'écoutes pas des audiobooks, t'écoutes pas la radio ? Et en fait, je me suis rendu compte quand je faisais 2 activités en même temps, c'est-à-dire écouter la radio et faire autre chose, au bout d'un moment, je me sens extrêmement mal. Et en fait, c'est parce que dès que j'ai pas la double information image-texte et que donc je recrée l'image dans ma tête, ça va pas. C'est je pense que mon endroit de friction, enfin ma cicatrice épileptique, elle est dans le centre de la compréhension du langage. Elle est située là, et moi je pense que plus précisément, elle est située à cet endroit où on visualise, de la visualisation. En fait, Ce qui permet d'avoir une virtuosité dans la pratique, mais moins dans le... disons, je suis devenue épileptique à 30 ans, donc j'ai quand même eu une vie avant. Mais par exemple, tu vois, tu m'as dit Henri. J'ai pensé à mon père, j'ai pensé au mot Henri, j'étais légèrement épileptique à ce moment-là. Ça a créé mais parce que si on était fatigué, on revenait du repas, j'ai un peu bu, mais tu vois, c'est cette espèce de truc où je mets des images sur les mots qui est toxique pour moi. Et du coup, je suis obligée, par exemple, je peux te chatter, mais au bout d'un moment, ça me fatigue aussi, mais je peux te chatter parce que je suis dans le direct. Je peux lire à haute voix, parce que je suis dans la lecture et que je raconte à quelqu'un. Je peux le matin lire le journal parce que je reste je veux dire en diagonale et je reste très distante par rapport au sujet. Mais dès que je suis absorbée, là, et donc c'est horrible parce que c'était tout ce qui est beau dans la lecture et en fait et dans la radio et tout ça, c'est qu'on part. Et en fait, moi, je peux plus partir. Sinon, mais les films, ça me fait pas ça parce que l'image est là en soutien et donc ça m'empêche de faire une crise d'épilepsie parce que l'image, même s'il y a des sous-titres, l'image et le son sont là, donc ça remplit quelque chose. Mais par contre, s'il y a encore d'autres infos, par exemple, j'ai voulu essayer d'aller voir un film où il y a tout là. Alors, il y a le cinéma, puis il y a les bruits, puis on se prend des fausses balles, un truc qui bouge. On m'avait offert des places et j'ai dû sortir du film parce qu'il y avait trop d'infos et je commençais à me sentir super mal. Et donc voilà, moi, et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une tragédie. Hein, parce que je trouve c'est plus de 13 ans que je suis épileptique. J'ai vraiment une inculture qui a grossi, parce qu'au fur et à mesure du temps, moi je lisais quand même beaucoup, et donc j'ai en fait depuis 13 ans j'ai rien quoi. Je peux pas dire aux gens, je peux pas discuter, même là comme je peux pas écouter la radio, je peux pas discuter avec les gens de trucs que j'ai. Si je pourrais devenir un cadre en cinéma, ce que j'ai pas malheureusement, je regarde des films et j'ai pas réussi à me dire alors. Moi, ce que j'aimais, c'était lire. Donc, c'est vrai que ça, c'est dur. Après, je vis avec tous les jours et je vis très bien, mais j'ai un espèce de complexe qui a émergé au fur et à mesure des années où je deviens de plus en plus décalée et surtout de plus en plus, je dis, bah non, j'ai pas lu ça. Je suis obligée de réexpliquer. Ah non, je n'ai pas lu ça parce qu'en fait, je peux pas lire, blablabla. Et je me rends compte qu'après, je me suis enrichie par les voyages. Enfin, il y a plein d'autres moyens de s'enrichir. Hein. Mais je sais que ce côté-là, c'est un truc qui me frustre beaucoup. Et je me dis, je rêverais de me réveiller un jour et de pouvoir lire à nouveau. Et je me dis, mais alors, je vois tout. En fait, j'ai une liste de tous les bouquins que j'aimerais lire. Bah, du coup, c'est normal que tu n'aies pas du tout fait pire. Mais je peux lire de la BD parce qu'il y a l'image, mais je peux pas. J'ai plus le plaisir de lecture que j'avais avant parce que je dois rester toujours dans l'hyperconscience. Si je lis une BD et que je pars trop, genre, moi il y a Simon Selman que j'aime beaucoup, tu vois, qui est assez noir et tout ça, mais ou Olivier Schraven, tu vois, si je suis trop dedans et tout, je commence à faire, faut que j'arrête. Faut que je fasse attends, je peux plus lire une BD en une fois, même si elle est courte. Je dois la lire en 6 ou 7 fois. Enfin, tout est devenu compliqué. Donc, effectivement, je lis beaucoup moins de BD à cause de ça aussi. Parce que c'est devenu un travail, quoi. Et j'ai lu peut-être 4 livres en 10 ans, parce que j'étais obligée en plein de petites fois. Après, si je lis, pendant toute la journée, je suis pas bien, donc il faut que je me remette une heure de lecture. C'est nul. Hein. Mais ça peut te rassurer. Moi, je n'ai pas d'épilepsie, mais chaque fois que je vais au cinéma, je sors avant la fin. Ah ouais, t'arrives pas. Non. Ça, par contre, moi, je peux. Je peux pas. J'adore les frères. Comment ils s'appellent déjà ? Les frères Cohen. Ouais. J'ai vu tous leurs films. Je suis allé 3-4 fois voir les films parce que. Non, je vois le film. À un moment donné, je sors et je suis obligé de retourner. Une autre fois, j'arrive pas à les voir de bout en bout. Au niveau émotionnel, pour moi, c'est trop fort. Ah ouais. Et les livres, c'est pareil. Je les lis d'abord en diagonale, ensuite je lis une partie, je lis 100 pages. Et si je suis à peu près sûr, je lis.
Parce qu'il ne faut pas que j'ai de mauvaises surprises, sinon le choc émotionnel est trop fort. Et voilà. Ah, mais non, mais c'est fou. Hein. Et pourtant, j'ai pas de. Après, j'ai un problème, j'ai toujours un handicap comportemental, ça je le sais. Parce que, enfin, je ne suis pas médecin du tout, mais là, l'épilepsie, ça vient du fait qu'il y avait une lésion avant. Alors, Non. moi, ils n'ont pas trouvé ce qu'on appelle Ah, l'épilepsie cryptogénique, mais j'ai fait à 5 ans et demi des convulsions fébriles. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais une grosse fièvre, ma mère m'a fait prendre un bain trop froid, et ça m'a créé une crise d'épilepsie liée à la fièvre. Et après, alors, mais ils m'ont fait des tests juste après, il n'y avait rien, et pendant 25 ans, j'ai été normale. Et quand j'ai commencé à faire des crises d'épilepsie à 30 ans, ils n'ont pas trouvé la cause, mais quand ils ont su que j'avais fait une convulsion à 5 ans due à des fièvres, ils m'ont dit 10% des enfants qui font des crises d'épilepsie comme ça, des convulsions fébriles après 2 ans, risquent de devenir épileptiques à l'âge adulte. Donc on s'est dit, mais on ne saura jamais en fait, que c'était cette fragilité-là qui s'est réveillée. Mais après, parce que normalement l'épilepsie, la durée moyenne d'une épilepsie c'est 7 ans. Moi ça fait 13 ans et j'ai l'impression que c'est pas près de... Parce que je suis quand même assez médiquée et c'est pas près de partir, mais oui, c'est une lésion en fait, c'est un endroit où les neurones ne peuvent plus circuler, s'accumulent. Donc en fait, ils s'accumulent. À un moment donné, on fait une décharge électrique. C'est comme si on s'électrocutait. Ils passent tout d'un coup et ça électrifie tout le cerveau et on convulse comme avec des électrochocs, quoi. Mais cette cicatrice, parfois, est invisible à l'œil, invisible au scanner. Moi, par exemple, on voit que j'ai un centre avec une anomalie, c'est-à-dire beaucoup d'électricité qui circule là, mais on ne voit pas de cicatrice, il n'y a pas de lésion, et ce qui est rassurant parce qu'au départ, quand on est devenu épileptique à 30 ans, il y a un risque de tumeur au cerveau, il y avait des risques quand même graves de sclérose en plaques, enfin ça peut être n'importe quoi, il se trouve que c'est pas ça. Mais par contre, ça se situe à un endroit extrêmement rare, c'est-à-dire qu'il y a 150 cas répertoriés dans le monde d'épilepsie de la lecture. Donc moi, je suis devenue un peu l'objet d'étude de ma neurologue pour mon plus grand traumatisme, puisque du coup, après, j'ai fui les neurologues depuis 10 ans, parce qu'elle m'a fait faire des tests horribles, parce qu'en fait, ça l'intéressait, donc elle a fait un article dessus. Et c'est une épilepsie rare, effectivement. C'est rare de convulser en lisant un bouquin, quoi. Et je me dis, c'est marrant, j'aurais été, il y a 100 ans, paysanne illettrée, ça se trouve, j'aurais jamais vu que j'étais épileptique, quoi. Parce que finalement, j'aurais jamais eu de crise. Génial, c'est un problème vraiment. La plupart des gens ne veulent plus lire, ça les intéresse pas, et ils en parlent. Mais c'est marrant ce que tu dises parce que ça crée... Moi, du coup, ça me crée des anxiétés. Ça s'appelle un déficit de concentration. Mais moi, je l'ai aussi, du coup. Et même, parfois, certains jours, je sais pas si c'est l'épilepsie ou le fait que je dis plus, je suis obligée de mettre un buvard. Par exemple, je peux plus lire, tous les lettres se mélangent, je suis obligée, comme une espèce de dyslexie ou je sais pas quoi, je suis obligée de mettre un buvard pour pouvoir lire les choses les unes après les autres. Maintenant que j'ai des lunettes, ça va mieux. Mais effectivement, moi aussi, j'ai des troubles de l'attention parce que comme ça me fait peur, je décroche, j'écoute plus, et je suis obligée de mettre un... Mais même pour bosser, maintenant, j'ai un casque de chantier. C'est-à-dire que si je bosse pas dans le silence... Casquette, même souvent. Et j'ai des lunettes d'horloger, des loupes. Comme ça, je me mets dans un canal et je me limite à 1 heure. J'essaie de travailler qu'une partie de la journée et je me limite vraiment... Là, tout à l'heure, tu as dit que tu voulais te reposer. Et c'est exactement, je suis vraiment dans cette logique-là. Par exemple, ce matin, j'aurais pu venir pour assurer, pour être là, pour voir Emmanuel Guibert, mais je savais qu'il fallait que je dorme 1 heure, j'ai dormi 1 heure. Parce que je me suis dit, sinon ma journée va... Je ne vais pas apprécier, je ne vais pas écouter. Moi j'ai ça, après c'est lié beaucoup à mes médicaments, mais c'est aussi lié à l'état. Je pense que maintenant, en fait, on se connaît. Et moi, pour pouvoir fonctionner normalement, avoir une vie décente et normale, je suis obligée d'aménager des moments où, par exemple, c'est arrivé des jours, mais encore là, où je suis pas malade ni rien, où je sens que ce jour-là, et c'est pour ça que ça a été très dur cette année, parce que j'ai pas pu le faire. Et moi, normalement, si je me lève le matin, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc, je reste dans mon lit toute la journée, je ne travaille pas, et je fais rien, ça fait vraiment mais je reste toute la journée dans ma couette, genre et après le lendemain ça va. Mais si je peux pas le faire, et c'est ce qui est arrivé cette année, j'ai été extrêmement malade parce qu'en fait, je me suis pas respectée, j'ai pas respecté mes limites, qui sont que parfois mon cerveau juste ce jour. Ouais, c'est ça. Si on passe, on parlait d'écosystème, le corps est un écosystème. Il faut respecter cet écosystème-là. S'il y a une tempête, attends la fin de la tempête. Il y a une partie d'hiver, une partie d'été, tout ça, ça existe dans le corps. Et ça, on suit les saisons. Quand tu disais que tu voyageais beaucoup, c'est vachement intéressant parce que tu peux renouveler Par exemple, par rapport au fait de suivre les saisons, moi je l'avais supputé depuis des années, et là je me suis vraiment rendu compte que moi je suis toujours très bien à la fin de l'été parce que j'ai rechargé et que j'ai toujours une dépression
à l'hiver. Et qu'en fait, je me suis dit, tiens, cette année, je vais m'acheter alors qu'on est à Marseille, mais que n'empêche, je passe pas des heures à bronzer la journée. Je vais m'acheter un truc de lumière solaire parce que j'ai réalisé que tous les hivers, je fais une dépression saisonnière qui passe au beau jour. Mais qui peut durer. En général, le pire, c'est le jour de l'an. Moi, c'est ça. Je me suis dit, je vais essayer parce que tous les Noëls et tous les jours de l'an, après, il paraît que ça peut être aussi parce que tu as des traumas que tu sais pas, mais moi, tous les Noëls et les jours de l'an, c'est horrible pour moi et je ressuscite vers mars, quoi. J'aime pas l'hiver. En septembre, là, quand on voyait que tu étais fatigué et que ça se voyait dans le trait. Mais le reste de l'année aussi, ça se voyait. On voyait les moments où il y avait une virtuosité dans la représentation. Tu fais ça en quelques traits, donc c'est ténu et ça peut être à la limite de l'équilibre, etc. Et puis il y a des moments où on sentait que tu ramais. Ouais. Et en fait, c'est vachement. Le voir au jour le jour, c'est super intéressant. Ah, c'est marrant que tu aies vu ça. Je pense que là, peu de gens. Ah ouais? Le ressentent, c'est sûr. Ah ouais, c'est ce qui, à un moment donné, tu dis, parce que si dans les commentaires, des fois, tu dis, mais vous lisez tous les jours, vraiment, etc. Donc tu le sais. Peut-être que c'est difficile d'analyser au même moment, mais tu te rends compte quand même que les gens, en fait, ils sont accros parce que c'est une expérience qu'on a envie de partager. Ah oui, non, mais c'est que de remarquer, je pense que les gens, pas tout le monde remarquait que le trait variait, tu vois. Je pense que l'addiction qu'on a, ça vient de là. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, on suit. Il y a une espèce de, je sais pas comment expliquer ça, mais on rentre en cohérence en fait. Et c'est comme un rendez-vous, c'est comme les rendez-vous radio ou quoi. Et du coup, ça, d'une certaine manière, c'est assez zen de se dire que on est tous dans des. En plus, on vit collectivement. Henri Labrite parlait de ça. Il disait qu'on vit tous dans le même moment en fait. Ouais. Donc le truc évident, c'est que quand tu as commencé à vivre le Covid, on avait tous ça. Sauf que toi, c'était encore pire, tu étais en Afrique et tout. Moi, j'ai fait voyager en Afrique. Je sais que quand on est en Afrique, là, j'ai envie d'être au Niger. Bon, déjà, en plus, le Niger, on est déjà fragilisé quand on est au Niger. Mais tu vois, il y a quand même beaucoup de gens, tu vois, on a notre vécu aussi, donc on se met en cohérence, quoi. C'est drôle que tu parles d'Henri Labrite, parce que moi, le seul livre que j'ai relu en étant épileptique, parce que j'étais trop triste à l'idée de plus jamais le lire, c'était L'éloge de la fuite, qui est un de mes livres préférés de Labrite, et que j'adore, et à chaque fois, j'oublie toujours des parties. Donc je relis en me disant, voilà, c'est ce truc qui est hyper bien. J'ai eu la chance de le voir en conférence, j'avais 16 ans. Ah ouais. Et ça m'a marqué. 3 heures de conférence d'Henri Labrite, où il disait, ne prenez jamais d'anxiolytiques, c'est lui qui les a créés. Il disait, j'ai créé un monstre, il ne faut jamais prendre ces trucs-là. Il expliquait pourquoi. Et puis, toute cette histoire de monde clos dans lequel on vit, chaque action agit. L'éloge de la fuite, quand j'ai choisi ce titre, on ne choisit jamais rien. Il m'a été imposé par mon inconscient, mon subconscient, comme vous voudrez. En réalité, il a déplu, parce que la fuite, il y a toute une connotation de lâcheté, etc. Or, en fait, pour moi, c'est tout contraire, la seule façon de s'en tirer, et il n'y a aucune lâcheté à fuir. Il y a des extraits d'une conférence qui sont dans le film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique. Oui, je l'ai d'ailleurs, ça m'avait fait rire parce que j'ai lu d'abord Labrite et j'ai vu le film après, et je fais en fait, en voyant Mon oncle d'Amérique, je fais mais c'est les expériences de Labrite avec les rats que je trouve génial, que je raconte tout le temps. Ah mais ça explique tout, puis ça se vérifie tout le temps. Les problèmes de la vie en couple, les problèmes, la colère qui est là. En fait, la colère, c'est juste là pour te dire, c'est le moment d'être opposé. Ou ça t'aide à être opposé. Et ça t'aide aussi à éviter la dépression. Donc il faut se mettre en... Ah ouais. Ouais. C'est vrai que là, le truc des rats, moi ce qui m'avait le plus plu, c'était le truc des rats qu'on enferme avec l'électricité, et que s'ils sont tout seuls, ils meurent, mais à deux, ils se battent. Oui. Et finalement, ils s'en sortent. Et qu'en fait, aussi, ça explique, je trouve, tout un rapport humain de guerre, où les pays qui se retrouvent en guerre civile, c'est des pays qui ont tellement plus d'options que finalement se battre entre eux, c'est une manière de ne pas tomber dans la dépression. Et je trouve ça génial. Moi, Labrite, je suis... Alors lui, il expliquait ça par la thermodynamique. C'est-à-dire que ce qui existe dans ta bouillotte, dans le thermos, etc., ça existe aussi en sociologie. C'est-à-dire qu'à un moment, le monde dans lequel on vit, quand ça se passe de manière cohérente, ça veut dire qu'on est en équilibre. Et la guerre 14, par exemple, c'est un monde qui était... ils appellent ça dans la 3e loi de la thermodynamique. C'est que quand l'entropie arrive, c'est-à-dire que quand le déséquilibre arrive, il se passe toujours une guerre où, au niveau d'une glace que tu sors du frigo, c'est un désastre, c'est-à-dire que la glace fond, et quand elles font très vite. C'est ce qui explique les mouvements de foule, les guerres,
Muscle sans titre, par exemple, c'était ça. Ça permettait d'absorber d'un seul coup toute l'anxiété qu'il y avait de l'après-guerre. Après, ils ont essayé d'expliquer ça autrement, mais dernièrement, c'est plus expliqué à travers des phénomènes physiques ou physico-chimiques, ce qu'on fait nous. En fait, on est dominé par cette idée d'équilibre, déséquilibre. Ah, c'est bon, super. J'ai eu. On n'est pas obligé. On pourra couper ça. On n'est pas obligé d'aller. Je me tournais comme ça, j'ai dit, oui, mon fleur préféré que j'ai acheté au Liban dans un magasin. On n'est pas obligé de faire durer ça trop longtemps. Ah non, non, je suis pas du tout. Non, mais t'inquiète pas, Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Une promenade radiophonique avec Nilso. C'était surtout quand on est sorti de table avec les pâtes qui étaient bien retombées au fond de l'estomac. Mais là, de toute façon. Proposé par Henri Landré. Mais c'est vrai que aussi le fait d'avoir, si toi tu as aussi un espèce de déséquilibre comme ça, d'avoir ça déculpabilise dans le fait de prendre du temps pour soi et de se reposer, alors qu'en fait tout le monde devrait le faire. Une production du festival Formula Bula. C'est la chance d'être maître de son destin en quelque sorte. Le seul truc positif chez les artistes, on est sous-payé, machin, tout ce qu'on connaît. Mais au moins on est maître de ça, quoi. Un enregistrement réalisé le vendredi 2 octobre 2020 à la médiathèque Françoise Sagan dans le 10e arrondissement de Paris avec Nilso et Lisa Mandel.